Vous souhaitez acheter une maison ou un appartement, c'est très bien, mais comment évoluent les prix? Comment évoluent les conditions de crédit? Eh bien, on va vous donner des conseils pratiques. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau pour décrypter l'évolution du marché, l'évolution des prix, les conditions d'emprunt. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau Century 21 France, bonjour. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. Et Sophie Otong, bonjour. Bonjour. C'est une première, Sophie, directrice générale adjointe de Finance Conseil. Alors à tous les deux, peut-être en introduction, en cette période traditionnelle de temps fort de l'habitat, on se projette sur, on va dire, la rentrée septembre, il y a beaucoup de projets immobiliers. Est-ce que c'est un printemps de l'immobilier? Est-ce que vous sentez ou pas le retour de la confiance, Charles? Alors oui, clairement, en fait, c'est pour nous une bonne confirmation. C'était la tendance qui s'était exprimée à la fin de l'année 2024 avec une augmentation des volumes de transactions. Et le constat qu'on fait du premier trimestre, alors le hasard du calendrier, pile poil le colle sur le printemps de l'immobilier. C'est effectivement le printemps de l'immobilier qui a une croissance très significative du volume des ventes. Nous, chez nous, on est à plus 15,2% en moyenne nationale, ce qui est beaucoup comme croissance, même s'il est vrai que le premier trimestre 2024 avait été particulièrement traumatisé. Néanmoins, c'est une vraie croissance et puis on retrouve un alignement des planètes que nous n'avions pas retrouvé depuis très longtemps. Donc là, il y a véritablement de nouveau un engouement pour les projets immobiliers. C'est l'agrégat de plusieurs facteurs. Sophie en parlera bien sûr. Les taux d'intérêt, la confiance, les prix maîtrisés, voilà. Bon, en tout cas, il fait beau sur l'immobilier. Ouais. Est-ce qu'il fait beau sur l'immobilier, Sophie? Tout à fait. Je rejoins Charles, effectivement, puisqu'on a une production de crédit qui est à la hausse. Donc il y a de la demande. Les conditions d'octroi se sont nettement améliorées. On a des taux d'intérêt qui ont baissé versus 2024. Donc ça permet de gagner en pouvoir d'achat pour nos emprunteurs. Donc on note pour nous, chez Finance Conseil, plus 40%. En termes de demande de crédit, donc ce qui est une hausse considérable. Donc c'est effectivement le printemps de l'immobilier. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Alors on va voir maintenant les indicateurs. Tout d'abord, alors Charles, les indicateurs, vous disiez qu'au niveau déjà des transactions, ça repartait. Il y a des bons signaux. Oui, alors les signaux sont quasiment sur l'ensemble du territoire français sont au vert. Après, vous savez qu'il y a quand même une régionalité maintenant qui est devenue une réalité. Mais globalement, en fait, si vous voulez, nous, on est hyper dépendants. Là, vous avez sur la France entière la croissance de la volumétrie du nombre de transactions. Vous voyez, en Ile-de-France, on est quasiment à 20%, mais c'était une région qui avait beaucoup souffert de l'augmentation des prix et du désintérêt des Parisiens, notamment pour la banlieue. Mais ce qu'on observe et ce qui est très important, vous savez, nous, on est dépendants de deux facteurs qui sont des facteurs moteurs et déterminants. Le premier, mais Sophie en parlera mieux que moi, c'est évidemment les taux de crédit et la capacité d'emprunt des ménages. Et là, on a été pour le coup un peu gâtés, ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps, parce qu'on a pu bénéficier de 3 baisses successives des taux. Et puis surtout, ça s'est conjugué avec une maîtrise des prix, parce que parfois, vous le savez, ce qui est bloquant, c'est que quand les taux baissent, les prix montent, et donc forcément, finalement, le pouvoir d'achat des Français, il en pâtit, il ne se retrouve pas bonifié. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, les prix sont maîtrisés. Moins 1% pour les maisons, 1,4% pour les appartements. Et c'est cette modération, si vous voulez, des prix conjugués à des taux qui ont rendu de nouveau l'immobilier accessible qui a redonné à ce marché sa tonicité. Voilà. Et quand on voit le plus 15%, c'était aussi par rapport à une année qui était compliqué, on revient de loin. Donc c'était janvier 2024, oui. C'était difficile, mais est-ce que ce plus 15% nous ramène à des niveaux, on va dire, traditionnels ou classiques ou oui, pas on va encore revenir. Moi, j'avais, alors, sans faire des prédictions, parce que c'est pas le genre de la maison, mais globalement, j'avais estimé que les transactions en 2025 se situeraient autour de 850 à 900 000 ventes. C'est la direction qu'on prend. C'était 778 000 l'année dernière. Moi, j'avais pronostiqué 780 000. Vous voyez, donc j'étais finalement pas si loin. Donc moi, je crois que ça, on va revenir à un niveau
un gabarit du marché français tel qu'il devrait être, avec des taux dont on espère qu'ils vont se stabiliser autour de 3%, et puis l'appétence des Français pour l'immobilier qui n'a pas changé, qui ne démérite pas. Et puis peut-être aussi un élément dont on pourra parler, c'est l'atrophie, vous savez, du parc locatif privé qui mécaniquement projette des gens qui n'arrivent plus à trouver à se louer vers l'acquisition. Voilà. Donc non, les facteurs, pour le coup, on a un bon alignement des planètes. Tous les indicateurs sont au vert, pourvu que ça dure, selon l'expression qu'on serait, mais la météo est plutôt favorable encore dans les jours qui viennent. Oui. Quel est l'impact du diagnostic de performance énergétique ? On l'évoque souvent. Pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à la valeur des biens ? Est-ce que ces biens qui sont classés G, qui officiellement ne peut plus les mettre en location depuis le mois de janvier, où en est-on chez Century 21 ? Alors d'abord, la nouveauté malgré tout, si vous voulez, c'est que depuis quelques années maintenant, c'est devenu un indicateur de préoccupation. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, les acquéreurs, les vendeurs un peu moins, surtout quand le diagnostic est mauvais, mais les acquéreurs sont attentifs à la classification énergétique des biens qu'ils vont acheter. Et forcément, ça ouvre à la négociation. Mécaniquement, vous savez qu'on peut avoir des devis de travaux maintenant dans les bilans énergétiques, et donc ça ouvre forcément à la négociation en disant vous avez un appartement ou une maison qui est mal classée énergétiquement, du coup, il va y avoir nécessairement des travaux de rénovation. Travaux de rénovation qui d'ailleurs peuvent être bonifiés, accompagnés, mais Sophie le dira tout à l'heure, par des prêts bonifiés, par ma prime rénov, etc. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibre, ça ouvre à la négociation, et oui, effectivement, aujourd'hui, alors moi je pense pas qu'on vend plus un bien parce qu'il est F ou G. Voilà, on le vend quand même, on le vend dans des conditions différentes, on le vend à condition de le mettre au prix réel et non pas au prix virtuel. Voilà, et puis après c'est quand même une affaire de coup de cœur. Moi j'ai le sentiment que quand vous avez envie d'acheter un appartement, s'il est F ou G, s'il vous plaît vraiment, vous allez l'acheter. Certes, vous allez négocier le prix, vous allez adapter le prix aux travaux que vous serez obligé de réaliser pour le mettre en conformité, mais je pense que c'est une préoccupation mais pas un handicap. Oui. En matière de prix, alors beaucoup aussi vous écoutent, vous êtes un fin observateur aussi de l'évolution de ces marchés. On dit généralement qu'il n'y a pas un mais plusieurs marchés, des marchés à plusieurs vitesses. Mais tout de même, est-ce que vous pensez que c'est la tendance, les prix vont se stabiliser, continuer à se stabiliser ou continuer une lente baisse ? Ou est-ce qu'on est arrivé à un palier ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'ils baisseront pas, les prix ne baisseront pas. J'espère qu'ils ne reprendront pas une hausse artificielle, si vous voulez, qu'on a connue dans les années, tout de suite les mois qui ont suivi la période Covid. Parce que sinon, une fois de plus, on se retrouverait de nouveau dans un marché de blocage, si vous voulez. Parce que moi, je le dis aussi simplement que ça se vit dans la réalité. Ce qu'on donne à la banque, mécaniquement, ou plutôt maintenant ce qu'on ne donne plus à la banque, si on le donne aux vendeurs, ça revient au même. Si vous voulez, on se retrouve dans la même situation qu'avant. Voilà. Donc pour retrouver un équilibre, je crois il y a un vrai travail. Et les Français ont progressé de ce point de vue-là, parce que je crois que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui que pour vendre un bien, il fallait accepter le principe de le mettre au prix du marché, que si vous n'étiez pas au prix du marché, ça se traduit d'ailleurs dans l'allongement des délais de vente. Ça se traduit aussi factuellement dans cet élément-là. Délai de vente, où en est-on ? Oui, 105 jours, ça a augmenté 105 clairement. Jours, c'est 4 jours de délai plus. De vente moyen. Voilà, donc c'est dû à la fois parce qu'il y a une part d'observation qui est un peu plus lente, c'est que les acquéreurs aujourd'hui ont un peu plus de choix parce qu'il y a plus de matière, si vous voulez, sur le marché. Donc ils visitent des biens, ils font des choix, et puis il y a une phase de négociation qui n'existait plus, une période où la rareté des produits faisait que l'opportunité, elle devait être immédiate, sinon elle disparaissait. Donc on n'est plus dans cette configuration-là. Donc il y a une partie de négociation qui explique aussi l'allongement du délai. Et puis il y a aussi quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais qui est une réalité purement mécanique, j'allais dire, c'est que les études notariales ont beaucoup réduit leurs effectifs en 2023 et 2024, et que du coup, maintenant que le marché s'est retonifié, il y a un peu un goulot d'étranglement, dans la réitération. C'est les retours que vous avez, un peu de lenteur. C'est les retours qu'on a, et d'autant, vous savez que ça a été aggravé, puisque les DMTO ont changé à partir de mutation à titre onéreux. Exactement, vous avez raison de préciser. Prêt de notaire, selon le jargon consacré. Et en fait, comme ça a augmenté au 1er avril, donc là, tout le monde s'est bousculé pour pouvoir acheter au 31 mars. Voilà, donc je pense qu'il y a des notaires qui vont prendre des vacances un peu là. Très bien. Sophie, les conditions de crédit. Alors tout d'abord, l'état des lieux, est-ce que la production de crédit dans une bonne dynamique, est-ce que ça repart ? Oui, effectivement, donc ça repart, puisqu'on est sur un rythme d'environ 11 milliards, entre 11 et 12 milliards d'euros de crédit distribués par mois. On projette
138 milliards en fin d'année, contre 118. Donc on a une véritable progression. Cette progression, elle est due aux conditions d'octroi qui se sont nettement améliorées, avec une baisse des taux qui a été quand même significatif, de l'ordre de 0,80. Si on prend les taux de début 2024, on est entre 4 et 4,10. Là, aujourd'hui, on est depuis le début de l'année entre 3,10 et 3,25. Il y a une légère hausse ce mois-ci. Oui, c'est ça. On a reçu les barèmes, voilà, parce qu'effectivement, ça suit l'OAT. Et on a eu une petite surchauffe de l'OAT qui a fait progresser donc un petit peu les barèmes. Cette augmentation, elle est quand même mesurée puisqu'elle est l'ordre de 0,10. On pense que les taux vont se stabiliser entre 3 et 3,4%. Donc ça donne de la visibilité à nos emprunteurs. On restera sur même s'il y a une petite hausse mesurée, sur des taux de crédit qui sont raisonnables. Voilà. Oui, des taux d'intérêt, taux de crédit qui ont quasiment perdu 1 point, on va dire, en l'espace d'une année. Donc, ce qui a permis de resolvabiliser, de se dire, bon, on va peut-être y aller avec la combinaison, Charles l'évoquait, de baisse des prix. Mais effectivement, là, depuis quelques jours, on entend une légère remontée des taux d'intérêt. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'il peut y avoir une tendance avec l'OAT à 10 ans, les taux d'emprunt d'État, avec les agences de notation, toutes les incertitudes économiques, géopolitiques? Est-ce qu'il y a, vous sentez cette inquiétude ou pas? Alors, l'inquiétude, elle est mesurée. Effectivement, l'OAT a augmenté de manière importante en début du mois de mars. Pour autant, on voit que ça se stabilise, ça a rebaissé. Donc on est plutôt confiant et on se dit que ça ne va pas dépasser les 3,4% pour l'année 2025. Donc on reste sur peut-être une hausse et puis des fluctuations, parce que je pense qu'on reviendra sur quelques baisses. Les taux sont stables, donc ça c'est une bonne nouvelle. On est à 3,25 en moyenne sur ce mois-ci. On a quand même encore des banques qui prêtent en dessous de 3%. On a des barèmes qui sont restés en dessous de 3%. Il y a des barèmes qui ont légèrement baissé. Il y en a d'autres qui ont augmenté de manière significative parce qu'ils se sont un peu ajustés au marché. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une vraie disparité. Donc, on a des banques qui sont en conquête de parts de marché parce qu'elles veulent réaliser leurs objectifs. Et donc, on voit bien que les taux restent stables, même si certaines augmentent. C'est juste un réajustement. Évidemment, il y a l'OAT qui influe, mais on voit bien que ça commence à se contenir progressivement. Voilà. Et puis les banques qui se livrent une véritable concurrence, et il y a même aussi, on peut avoir des prêts bonifiés, notamment avant on disait quelle est votre capacité d'emprunt, maintenant on dit plus qu'est-ce que vous souhaitez acheter en fait, est-ce que c'est un bien qui est classé énergétiquement, on peut vous aider si vous souhaitez faire des travaux, donc avoir des décotes sur les taux, on peut aussi vous aider si vous avez un bien on va dire vertueux, A, B ou C, ça les banques mettent de plus en plus en place ce type de prêts bonifiés. Tout à fait, la valeur verte en fait des biens, c'est un élément très important. On a la possibilité d'emprunter, donc d'acheter dans l'ancien avec travaux. Si vous réalisez les travaux au bout de 40 mois, il y aura une décote de taux, donc un taux bonifié, qui vous permettra d'alléger votre coût total de crédit. Donc ça, c'est des produits qui n'existaient pas avant. Donc on voit bien que la rénovation énergétique est devenue vraiment un point très important. Et les partenaires bancaires regardent la valeur verte du bien parce qu'il y a aussi un effet sur les charges contraintes, les factures d'électricité et d'énergie. Et puis forcément, la valeur du bien qui ne va pas diminuer parce qu'on a des passoires thermiques forcément qui sur le marché vont perdre en décote. Et là, la rénovation permet quand même de garantir un bien avec une valeur qui sera maintenue. Et puis on va peut-être voir de nouveau arriver sur le marché de plus en plus de primo-accédants grâce au prêt à taux zéro qui permet maintenant élargi sur l'ensemble du territoire depuis quelques jours et qui permet, alors avant c'était limité au collectif dans le neuf, maintenant c'est toujours le collectif dans le neuf, mais c'est aussi la maison neuve et puis c'est aussi l'ancien avec des travaux importants. Donc ça, vous sentez que les primo-accédants vont revenir ? Alors les primo-accédants, effectivement. Alors, je dis toujours qu'ils ne sont pas partis les primo-accédants, puisqu'en réalité, la part des primo-accédants dans la distribution de crédit, à fin 2024, a été de 53%. Donc on a toujours à peu près 50% de primo-accédants. Pour autant, la distribution de crédit a été divisée par 2, donc forcément moins de primo-accédants. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le prêt à taux zéro qui a été étendu sur le neuf, sur l'ensemble du territoire, avec des quotités différentes entre la maison individuelle et le collectif, va permettre de effectivement
effectivement d'accompagner de manière significative les emprunteurs. Il faut savoir que pour un emprunt de 180 000 euros, si on est éligible au PTZ, on a un gain en termes de coût total de crédit de 95 000 euros si on est sur une quotité de 50%. Donc c'est considérable et ça permet vraiment de donner du pouvoir d'achat aux primo-accédants. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle qui est tout juste mise en place depuis le 1er avril. Oui, et pour un appartement neuf, c'est quasiment, on peut obtenir jusqu'à 50% sur le prêt. Donc c'est 50%, quand même... maison individuelle, 30%. 30%. Voilà. Ce retour des primo-accédants, c'est une bonne nouvelle, Charles. Excellente nouvelle. C'est malgré tout une meilleure nouvelle pour l'immobilier neuf que pour l'immobilier ancien, parce que l'éligibilité, vous l'avez dit, au prêt à taux zéro, avec travaux. Donc, vous voyez, c'est toujours... Oui, mais ça paraît, quand on le dit comme ça, faire des travaux sur une phrase, c'est simple. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Notamment si vous voulez être éligible à un prime Rénov', du coup il vous faut trouver une entreprise qui soit RGE, donc cette entreprise il faut que vous la trouviez, il faut qu'elle ait le temps de venir faire les travaux chez vous et il faut qu'elle ne vous coûte pas 30% plus cher qu'un artisan non conventionné. Voilà. Donc c'est une difficulté, alors c'est toujours bon à prendre évidemment, Sophie le rappelait, c'est un avantage en termes de capacité d'endettement qui est réel, donc évidemment on ne va pas s'en plaindre, mais reconnaissons que c'est un dispositif qui est bien plus avantageux pour l'immobilier. Qu'à cela ne tienne, ça fait du bien à l'immobilier de manière générale, y compris à l'immobilier neuf. Et le neuf d'aujourd'hui nous permet à la fois d'avoir plus de logements sur le marché, donc de contenir les prix, et puis le neuf d'aujourd'hui, ce sera l'ancien de demain. Justement, sur les primo-accédants, donc ils vont revenir, en tout cas on l'espère petit à petit. Aussi le but c'est de relancer la construction. Je crois que le gouvernement attend 15 000, en tout cas 15 000 sur la France entière pour cette année. Est-ce qu'il y a au niveau des investisseurs aussi une attente en particulier chez Finance Conseil ? Qu'est-ce qui permettrait de relancer l'intérêt des investisseurs pour l'immobilier? C'est un vrai sujet, les investisseurs, puisqu'en fait, là, on a concentré vraiment l'énergie sur les primo-accédants. Et c'est vrai que les investisseurs ont été un peu oubliés, clairement. On aimerait qu'il y ait effectivement, par exemple, sur une analyse du taux d'endettement, une approche du reste à vivre qui permettrait d'avoir une capacité d'emprunter et d'accompagner davantage les investisseurs, puisqu'effectivement, pour lancer un programme, il y a le sujet de l'acquisition, il y a le locatif, et là, et le besoin de visibilité aussi. Parce que exactement, de visibilité. On n'a plus de Pinel, comme vous le savez, et effectivement, on n'a pas aujourd'hui de mesures concrètes qui permettent de relancer l'investissement, très clairement. Donc là, il y a un petit coup de pouce aussi aux maisons individuelles, mais pour autant, pour le reste, on attend encore de voir, même si on est ravis de la politique qui est menée, parce qu'effectivement, on a des choses concrètes, on a de la visibilité sur 3 ans, mais là, c'est un petit peu le parent pauvre, je dirais, en termes de politique du logement. Voilà. Alors, que faut-il faire pour que les investisseurs soient ravis, Charles ? Vous savez, ça fait longtemps que les professionnels réclament ce fameux statut du bailleur privé. Voilà, c'est-à-dire il faut réconcilier les locataires et les bailleurs. Et pour ce faire, il faut qu'on crée un vrai statut du bailleur privé, qui serait un statut d'investisseur, disons-le, comme on l'appelle un peu différemment. Mais oui, un bailleur privé, c'est quelqu'un qui... D'abord, c'est important de dire ça parce que c'est quelqu'un qui va s'engager dans la décence. Voilà, et ça, c'est important. D'abord, ma recommandation, c'est qu'il soit immatriculé, qu'on puisse l'identifier comme les loueurs meublés non professionnels aujourd'hui. LMNP. Voilà, qu'il soit parfaitement identifié, et qu'ensuite, il s'engage sur de la décence. La décence, c'est d'abord de la décence locative, le fameux permis de louer en termes d'espace de location. Ensuite, c'est de la décence énergétique, on loue des choses qui soient aujourd'hui mises en conformité énergétiquement. Et puis c'est la décence financière, c'est-à-dire qu'on accepte le processus de plafonnement des loyers lorsqu'il est applicable ou non applicable, parce que cette réglementation garantit aux locataires, si vous voulez, un cadre locatif qui est durable, qui est sain et qui est rénové. Voilà, ça je considère que c'est aussi le chemin que doivent faire les bailleurs s'ils veulent bénéficier du titre de bailleur privé au sens institutionnel du terme. En contrepartie, il faut créer de la contrepartie, et c'est là où on n'a pas cette contrepartie aujourd'hui, parce que aujourd'hui tout est à charge du bailleur, et donc il faut que ça se soit évidemment modifié, avec probablement un accompagnement fiscal, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Alors c'est en discussion, malgré tout, dans les chaumières, on parle beaucoup de ça. Valérie Létard est attentive, elle parle avec les professionnels, ministre du Logement, et donc
Il y a des projets qui vont voir le jour. Peut-être on parle de 2026 pour le statut du bailleur privé. On parle de 2026. On parle de quelque chose qui serait déposé, un projet de loi qui serait déposé d'ici à la fin du premier semestre et qui pourrait être examiné dans le deuxième semestre pour exister dans un projet de loi de finances 2026, typiquement. Ce serait bien. Alors maintenant, l'avantage fiscal, est-ce que ça va être une exonération ponctuelle, un forfait? Est-ce que du coup, on va rentrer dans un régime de flat tax ou l'équivalent? Ou plutôt peut-être même d'un amortissement du bien? Typiquement, je trouverais que cette mesure me paraîtrait être assez intelligente parce que d'abord elle correspond, moi je considère que quelqu'un ne peut bénéficier du statut de bailleur privé tant qu'il laisse son logement dans le parc locatif privé. Le jour où il le sort, il perd le statut. Donc, et l'amortissement, c'est aussi une manière de redonner aux propriétaires bailleurs de l'oxygène financier pour permettre la rénovation, les travaux, etc. Voilà. Et puis reconnaître l'investisseur privé comme un acteur économique et social à part entière qui permet en fait, grâce à lui, avec son argent aussi, de loger des familles, des étudiants, de rénover. Donc c'est quand même. Vous avez 1000 fois raison. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un acte plus civil ou plus sociétal que d'investir dans un logement qu'on va mettre à disposition de gens qui en ont besoin dans un parc locatif privé ou de spéculer sur le CAC 40 ou sur des bitcoins? C'est facile en termes d'actes civils. Je crois que on ne peut pas mieux faire que d'investir dans l'immobilier. Sophie Autongue, justement, pour poursuivre, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, alors que ce soit en matière de politique du logement ou autrement, de relancer l'activité? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous préconisez? En termes de relance d'activité, par rapport au crédit, oui, bien sûr. Sur notre métier, c'est vrai qu'en termes de conditions d'octroi, on a quand même des partenaires qui sont présents, qui accompagnent. On a des produits spécifiques qui sont créés, qui sont d'ailleurs de plus en plus complexes. Et c'est là où tout le savoir-faire du courtier intervient. Donc, ils sont présents. Après, peut-être davantage de souplesse parce qu'on a beaucoup réglementé, encadré et parfois peut-être qu'il faut, à la marge, notamment sur des cas spécifiques sur de l'investisseur ou de la rénovation énergétique, desserrer donc un petit peu certaines règles, comme celle du HCSF, sur les 35% d'endettement, notamment sur l'investisseur, où là on voit bien que quand il a un reste à vivre suffisant, on pourrait très bien accompagner des projets où là on ne peut pas à cause de ces contraintes. Et puis parfois même sur le taux d'usure. Le taux d'usure a baissé de 35-36 points de base. On comprend l'ensemble en fait des taux avec les garanties, les assurances et la totale, on va dire. Oui. Alors là, ça coince pas comme en 2023 où on avait des taux qui ont augmenté de manière fulgurante. Et là, on avait un vrai sujet. On ne pouvait pas accompagner effectivement les emprunteurs. Pour autant, on a quelques sujets sur des durées courtes là qui arrivent sur certains dossiers parce que le taux d'usure a baissé et on pourrait pour autant les accompagner sur de la rénovation énergétique où on a des bonifications de taux par ailleurs 40 mois plus tard. Et pour autant, là, ça coince. Donc, on peut toujours allonger la durée. On manque pas de solution. Mais pour autant, ça permettrait quand même d'accompagner là où on ne le fait pas, où ça serait légitime de le faire. Très bien. Charles, qu'est-ce qui permettrait de fluidifier l'activité? Ça, voilà. Alors, pas seulement sur les investisseurs. Encore une fois, moi, ce que nous réclamons, c'est une certaine stabilité du marché. Ce qui est difficile pour nous en termes de prévision, c'est d'avoir, vous voyez, une année où on va faire 700 000, l'année d'avant 600, l'année d'après 800. Donc, quand vous pilotez un réseau comme le mien, si vous voulez, c'est difficile de créer des stratégies sur du moyen et long terme. Donc, moi, je suis plutôt favorable à un marché relativement stable entre 850 et 900 000 ventes. Pour ça, il faut que les grands indicateurs restent au vert. Ça veut dire, pour la grande majorité, rappelons quand même que le marché du logement en France, c'est 82% de résidences principales quand même. Donc il faut juste revenir là-dessus. On parle des investisseurs, etc. Les résidences secondaires, c'est 9%. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Mais tant mieux, c'est normal. C'est encore une fois le souhait des Français que d'être propriétaires de leur résidence principale. Les grands indicateurs doivent rester au vert. Ça veut dire des prix mesurés et puis des taux de crédit accessibles qui ne viennent pas obérer la capacité d'emprunt des Français. Et puis sur les deux niches, pas des deux niches, mais les deux spectres particuliers de clients de l'immobilier que sont les investisseurs, ce fameux statut de bailleur privé qui devient une absolue nécessité, sans quoi on va continuer à assécher le parc locatif privé. Voilà, c'est une réalité. On ne trouve plus de location. On ne trouve plus de location, voilà.
Et pour les primo-accédants, bien peut-être effectivement, là on sait qu'on est sur 3 ans, mais probablement d'avoir une ingénierie financière que les courtiers font bien et qui consiste à aller chercher des prêts bonifiés, de l'accompagnement financier à droite ou à gauche, permettant d'arriver à trouver quelque chose d'équilibré, ce à quoi ils n'auraient pas pu avoir accès s'ils n'avaient pas typiquement un PTZ ou un prêt bonifié ou une appétence d'une banque pour les financer peut-être plus facilement qu'ils ne l'ont fait ces derniers temps. Très bien. Et justement, à propos d'accompagnement, et pour terminer cette émission, on attend vos bons conseils, des conseils pratiques dans le domaine. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite emprunter ? Alors, quand on souhaite emprunter, de toute façon, la règle, c'est effectivement d'avoir des comptes. On a une bonne gestion, un bon père de famille, bien évidemment. Ça rassure le banquier. C'est d'avoir un niveau d'apport, une capacité d'épargne. Ça, c'est aussi un point important pour démontrer que on sera en capacité de rembourser. C'est de bien se faire accompagner parce que les typologies de produits maintenant sont variées. On peut cumuler plusieurs aides, des PTZ qui peuvent être des enveloppes en plus que le partenaire bancaire va pouvoir octroyer en plus du PTZ. Maintenant qu'on a un élargissement, il y a davantage de primo-accédants qui vont pouvoir être accompagnés par les partenaires bancaires avec des enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 € en plus. Aujourd'hui, on peut couvrir jusqu'à 60% en fait, en prêt à taux zéro. Et l'on peut même cumuler des prêts à taux zéro avec des prêts locaux, voire régionaux. La prime rénov', etc. Donc, c'est bien d'avoir une vision à 360 degrés, vraiment, de son projet, de se faire accompagner, d'anticiper. Et dans ces cas-là, ça se passera nécessairement bien dans un marché qui est porteur, avec des prix stabilisés et des taux d'intérêt également. Allez, les bons conseils, Charles, pour ceux qui souhaitent vendre les bons conseils, on va commencer par les acheteurs. Des acheteurs, il faut rester... il faut acheter le bien qui vous va bien. Voilà, je crois que c'est ça en fait. Il faut être très attentif à la fois. Vous savez, l'achat de la résidence principale, c'est un choix de vie, c'est pas un choix inflationniste. Donc il faut choisir un lieu de vie où vous avez le sentiment que vous allez bien vivre avec votre famille. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit rationnel, il faut que ce soit compatible avec votre capacité de financement et pas vous mettre en situation de surendettement parce que acheter sa résidence principale, c'est sécuriser son foyer et pas le mettre en danger. Donc prenez le temps qui vous va, le temps qu'il vous faut, sélectionnez le bien qui vous va bien, et puis une fois que vous l'avez sélectionné et qu'il est compatible avec vos desiderata et votre capacité financière, eh bien il faut tout faire pour essayer de l'acquérir. Voilà, ça c'est pour la partie acquéreur. Et les vendeurs, je crois qu'ils ont bien compris, c'est une des grosses informations des 6 derniers mois, les vendeurs ont intégré qu'à un moment donné, quand c'était trop cher, et que de toute façon ça ne se vendait pas. Voilà, donc d'eux-mêmes, ils ont rectifié le tir, ils sont aujourd'hui devenus beaucoup plus raisonnables au niveau des prix, et à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle. Encore une fois, cela qu'on donne à la banque, on ne peut pas le donner aux vendeurs et inversement. Donc, si vous êtes vraiment vendeur, si vous ne l'êtes pas, ne vous précipitez pas, mais si vous êtes vraiment vendeur, je crois qu'il faut vous mettre dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire soit mettre votre bien déjà en conformité énergétique, soit accepter l'idée que si vous ne l'avez pas fait vous-même, l'acquéreur sera obligé de le faire à votre place, et puis aligner, faites venir, on a fait, vous savez, un sondage récemment, 90% des vendeurs l'année dernière ont fait appel à un agent immobilier pour estimer leurs biens. Donc, faites venir, en général, ils en font venir 2. Donc, faites-en venir 2. Obligatoirement, Century 21, bien sûr, et puis accessoirement, une autre agence si vous le souhaitez. Non, je plaisante, mais c'est souvent le cas. Mais au-delà de ça, faites venir 2 vrais professionnels parce qu'eux, ils vont vraiment vous donner quelle est la température locale. Et on s'est dit tout à l'heure qu'il y a tellement de vérité locale que c'est ce vers quoi il faut tendre. Voilà. Eh bien, merci. Merci à tous les deux à la fois pour vos éclairages, pour vos bons conseils. Sophie Rotong de Finance Conseil, merci beaucoup. Merci Olivier. Charles Marinakis, Century 21, merci infiniment. Merci Olivier, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Imo.